Les paroles de l'avocat ont prouvé que tout ce que je croyais savoir sur la famille, la loyauté et l'amour allaient changer à jamais. Je n'aurais jamais imaginé que la femme dont j'ai pris soin pendant 3 ans deviendrait mon ange gardien d'outre-tombe. Mais parfois, ceux qui voient le plus clair en vous sont ceux que les autres croient que vous servez simplement. Salut à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Que vous soyez en voiture dans les transports, tranquillement chez vous ou en promenade par cette belle journée, j'espère que vous êtes prêts pour une histoire qui vous rappellera que la justice finit toujours par triompher, même quand cela semble impossible. Le temps est peut-être différent chez vous, mais je vous garantis que cette histoire vous réchauffera le cœur. Je m'appelle Emma. Emma Richardson. Voici l'histoire de mon expulsion de ma propre maison, comme un déchet, jusqu'à la découverte que la femme que j'aimais et dont je prenais soin avait tout observé, tout planifié, et veillé à ce qu'à la fin, l'amour et le sacrifice soient récompensés tandis que la cruauté subirait ses conséquences. Voici l'histoire de la famille de mon mari célébrant mon humiliation, pour ensuite voir leur visage lorsqu'ils ont réalisé que la maison dont ils m'avaient chassé m'appartenait désormais. Mais permettez-moi de commencer par le début, car vous devez comprendre à quel point cette trahison était profonde et combien la justice a été parfaite. J'avais 32 ans lorsque j'ai épousé Daniel Richardson, et je croyais de tout mon cœur que le mariage signifiait fonder une famille. Non seulement avec son conjoint, mais avec tous ceux qui l'accompagnaient. Je croyais que lorsqu'on aime quelqu'un, on aime aussi sa famille. Je croyais que prendre soin de sa famille, surtout des personnes âgées, était un honneur, non un fardeau. Je croyais que les bonnes personnes se reconnaissent entre elles, et que la bonté finit toujours par nous être rendue. J'étais naïve. J'étais pleine d'espoir. J'étais le genre de femme qui apportait des plats faits maison à ses nouveaux voisins et qui restait tard pour aider ses collègues à terminer leurs projets. J'étais le genre de femme qui a dit oui quand Daniel a demandé si sa mère malade pouvait venir vivre chez nous, alors que nous n'étions mariés que depuis 6 mois et que je la connaissais à peine. On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4, avait dit Daniel, la voix brisée. Les médecins disent 6 mois, peut-être 8 si on a de la chance. Mes frères et sœurs habitent trop loin pour m'aider, et je ne peux pas faire ça seule. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est elle qui m'a élevée, Emma. Elle mérite d'être entourée d'amour et de confort pour ces derniers mois. Comment aurais-je pu refuser? C'était la mère de mon mari. C'était l'occasion rêvée de prouver à la famille de Daniel que j'étais digne de leur nom, que j'avais ma place parmi eux, que je pouvais aimer leur matriarche comme elle le méritait. Madame Sarah Richardson s'installa dans notre chambre d'amis 3 jours plus tard. Elle était toute menue et fragile, ses mains, autrefois si fortes, tremblaient tandis qu'elle essayait de boire son thé du matin. La chimiothérapie lui avait volé l'appétit, son énergie et la majeure partie de ses beaux cheveux argentés. Mais son regard était toujours vif, toujours attentif, toujours en train d'absorber tout. Dès le premier jour, je me suis investie pleinement dans ses soins. J'ai fait des recherches sur tous ses médicaments, je me suis renseignée sur ses restrictions alimentaires, j'ai établi un planning pour ses traitements et ses rendez-vous médicaux. J'ai acheté des couvertures douces pour son lit, j'ai trouvé les émissions de télévision qui la faisaient sourire et j'ai passé des heures à écouter des histoires sur l'enfance de Daniel. Daniel a été d'un grand secours pendant les premières semaines. Il passait ses soirées avec sa mère, lui tenait la main les jours difficiles et la conduisait à ses rendez-vous médicaux lorsque son emploi du temps le lui permettait. Mais peu à peu, au fil des mois, face à la réalité des soins à apporter, il a commencé à prendre ses distances. « Tu es bien meilleur que moi pour ça », disait-il quand je lui demandais de m'aider avec ses médicaments. « De toute façon, elle est plus à l'aise avec toi. » Lorsque sa sœur Jennifer venait lui rendre visite depuis 2 États de distance, elle passait 1 heure avec sa mère puis se retirait dans notre salon, les yeux rivés sur son téléphone, pendant que je gérais le bassin, les sondes d'alimentation et les appels nocturnes pour des médicaments contre la douleur. Lorsque son frère Marcus est venu passer Noël en avion, il a séjourné à l'hôtel plutôt que chez nous, prétextant qu'il ne voulait pas perturber le déroulement des soins. Il est venu nous voir pendant exactement 2 heures, réparties sur 3 jours. Lorsque leur père, M. Richardson, venait 1 fois par semaine, il s'asseyait dans le salon pour regarder le sport pendant que j'aidais son ex-femme à aller aux toilettes, que je nettoyais sa chambre et que je lui préparais des repas spéciaux qu'elle pouvait réellement garder. Il me traitait comme une employée. Pas vraiment cruelle, mais comme si j'étais la personne idéale pour cette tâche. Comme si prendre soin de leur mère mourante était une évidence, mon rôle, pas le leur. Il me tapotait l'épaule et me disait des choses comme « Dieu merci. Daniel t'a trouvé » et « Tu es une vraie bénédiction » avant de rentrer chez eux et de reprendre leur vie normale, tandis que je veillais toute la nuit sur sa respiration. Mais voici ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre car ils n'étaient jamais vraiment présents. Madame Sarah Richardson et moi étions en train de devenir une véritable famille.
Elle n'était plus seulement un fardeau ou un devoir pour moi. Elle devenait mon amie, mon mentor, et la figure maternelle que je n'avais jamais vraiment eue en grandissant en famille d'accueil. Elle m'a parlé des fleurs de son jardin et m'a fait promettre de prendre soin de ses roses après son départ. Elle m'a transmis sa recette secrète de pain de maïs et haricots quand j'ai raté les 3 premières fournées. Elle m'a raconté des histoires d'amour de jeunesse et de peine de cœur, d'avoir élevé 3 enfants presque seule après son divorce, des erreurs qu'elle avait commises et des leçons qu'elle en avait tirées. Et je me suis confiée à elle aussi. Je lui ai parlé de mon enfance sans famille stable, des familles d'accueil et des foyers, de mon rêve de toujours trouver ma place quelque part. Je lui ai parlé de mes craintes que la famille de Daniel ne m'accepte jamais vraiment, de ce sentiment d'être une étrangère lors des réunions de famille, de tous les efforts que j'avais déployés pour prouver que j'étais digne du nom Richardson. Ma fille, dit-elle un après-midi alors que je l'aidais à prendre ses médicaments, sa voix faible mais ses yeux déterminés, tu n'as rien à prouver à personne. Je vois comment tu aimes. Je vois comment tu donnes. Je vois comment tu es là chaque jour, non pas par obligation, mais par choix. Ça ne s'apprend pas, ça ne se simule pas. Au bout de 5 mois, son état se détériorait rapidement. Les bons jours se faisaient rares et les nuits étaient emplies de douleurs que les médicaments parvenaient à peine à soulager. La famille de Daniel venait de moins en moins la voir, prétextant toujours des horaires de travail et des frais de déplacement. Mais j'étais là pour chaque crise nocturne, chaque lutte matinale, chaque après-midi, où elle ne savait plus où elle était ni pourquoi elle souffrait autant. 3 mois avant son décès, Madame Richardson m'a demandé de la conduire chez son avocat. Elle m'a dit qu'elle devait mettre à jour quelques documents, rien d'important, juste vérifier que tout était en ordre. Je l'ai aidée à monter dans la voiture, je l'ai conduite au cabinet et j'ai attendu dans le hall pendant qu'elle s'entretenait avec lui en privé pendant plus d'1 heure. Quand elle est sortie, elle semblait plus légère, plus apaisée. Elle m'a serré la main tandis que je l'aidais à retourner à la voiture et m'a dit « Tout va bien se passer, Emma. Tout va se dérouler comme prévu. » Je croyais qu'elle parlait de sa situation, de l'acceptation de son destin. J'ignorais totalement qu'elle parlait de justice. La fin est arrivée plus vite que prévu. Un mardi matin de mars, je l'ai trouvée à bout de souffle. L'ambulance, l'hôpital, la famille réunie autour de son lit, tandis que des machines la soulageaient dans ses derniers instants. Daniel tenait une main, je tenais l'autre, et ses frères et sœurs se tenaient autour du lit, visiblement mal à l'aise et impatients de partir. Elle est décédée ce soir-là, sous nos yeux à tous, mais j'étais la seule à pleurer. Ce qui se passa ensuite allait me hanter pendant des mois, mais cela allait aussi donner lieu à la plus belle vengeance que je n'aurais jamais pu imaginer moi-même. L'organisation des funérailles m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur la famille Richardson, mais j'étais trop accablée par le chagrin et trop pleine d'espoir pour voir les signes avant-coureurs. Quelques heures après le décès de Madame Richardson, alors que je n'avais pas encore fait le deuil de celle qui était devenue comme une mère pour moi, la famille de Daniel s'est transformée en un tout autre groupe de personnes. La distance polie que j'avais perçue pendant sa maladie a disparu, remplacée par une attitude possessive et froide. Jennifer est arrivée de l'Ohio le lendemain matin avec son mari et sa fille adolescente. Au lieu de loger à l'hôtel comme elle l'avait fait pendant la maladie de sa mère, elle a annoncé qu'elle resterait chez nous, pour nous aider avec les préparatifs et les affaires familiales. Elle a parcouru la maison comme si elle en faisait l'inventaire, touchant les meubles, ouvrant les tiroirs, commentant combien tout avait changé depuis son enfance. « Vous avez fait beaucoup de changements, c'est certain », dit-elle en passant son doigt sur la cheminée, où j'avais posé quelques-unes des photos préférées de Madame Richardson. La maison de maman paraissait tellement plus authentique avant. Marcus est arrivé du Texas avec la même énergie. Au lieu de reconnaître les 3 années que j'avais passées à m'occuper de sa mère, il semblait irrité que j'en sache plus que lui sur ses dernières volontés. Lorsque le directeur des pompes funèbres a demandé ce qu'elle préférait pour ses vêtements d'enterrement, j'étais la seule à savoir qu'elle avait expressément demandé sa robe bleue à boutons de nacre. « Comment le sais-tu » demanda Marcus, d'un ton si tranchant qu'il en était presque blessant. « Parce que je passais toutes mes journées avec elle, » dis-je doucement. Elle me racontait plein de choses pendant nos conversations. Des conversations, répéta Jennifer, et la façon dont elle le disait me donna la nausée. Daniel semblait tiraillé entre 2 mondes. En présence de sa famille, il devenait un autre homme. Celui qui m'avait tenu la main lors des derniers instants de sa mère, qui m'avait remercié en larmes pour tout ce que j'avais fait, paraissait soudain distant et mal à l'aise en présence de ses frères et sœurs. Monsieur Richardson, l'ex-mari de Sarah, s'était autoproclamé chef officieux des décisions familiales, bien qu'il l'ait à peine visité pendant sa maladie. Il avait divorcé de Sarah 20 ans plus tôt et s'était remarié, mais à présent, il parlait des préparatifs des funérailles avec l'autorité d'un veuf dévoué.
Sarah aurait souhaité une cérémonie traditionnelle, a-t-il déclaré. Rien de trop sophistiqué ni de moderne. C'était une femme simple pour qui la famille primait surtout. Je voulais lui dire que son ex-femme m'avait parlé pendant des heures de ses rêves de voyage, de son amour des musées d'art, de son souhait secret qu'on joue du jazz à ses funérailles plutôt que des hymnes. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche pour partager un véritable désir de Madame Richardson, la famille me regardait comme si j'étais indiscret. Les funérailles étaient magnifiques, mais je me sentais comme une étrangère à la cérémonie pour la femme qui m'avait été la plus proche durant ces dernières années. La famille de Daniel était assise au premier rang, et moi légèrement en retrait. Lorsque les gens venaient présenter leurs condoléances, ils se dirigeaient naturellement vers Daniel et ses frères et sœurs. J'entendais des chuchotements sur le dévouement de la famille, sur la difficulté qu'ils avaient dû avoir à voir leur mère décliner. Personne n'a mentionné que j'étais celle qui lui avait tenu la main à chaque crise médicale, qui apprenait son traitement médicamenteux, qui défendait sa gestion de la douleur, ou qui restait éveillée les nuits où elle avait peur de dormir. Après l'enterrement, la famille est revenue chez nous pour le repas et le rassemblement traditionnel. C'est alors que tout a commencé à dérailler, même si je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Jennifer s'était chargée d'organiser le repas, ce qui signifiait qu'elle avait invité des membres de la famille éloignée que je n'avais jamais rencontrés et qui supposaient tous qu'elle habitait là et que j'étais une sorte de domestique. Quand j'essayais de servir le café ou de débarrasser, ses proches remerciaient Jennifer au lieu de moi. « Jenny, ta mère a élevé une famille formidable », dit une tante âgée. « Elle doit être si fière de la façon dont vous avez tous pris soin d'elle. » J'étais à 1 mètre de là, tenant la cafetière que j'utilisais depuis 1 heure pour remplir les tasses. Jenny s'est contentée de sourire et d'accepter le compliment. Mais le véritable tournant s'est produit lorsqu'on a posé des questions sur les effets personnels de Madame Richardson. Il s'agissait de bijoux, d'albums photos et de meubles de famille, transmis de génération en génération. Durant sa maladie, Madame Richardson avait mentionné, comme par hasard, que je devrais prendre son coffret à bijoux et quelques pièces qui avaient une valeur sentimentale particulière. Elle voulait que je garde son collier de perles, dis-je lorsque Jennifer commença à fouiller dans la chambre de sa mère. Et la boîte à bijoux doublée de velours bleu. Elle l'a répété plusieurs fois durant ces dernières semaines. Jennifer s'arrêta net et me fixa du regard. « Elle t'a dit ça ? » Oui. Elle voulait aussi que je m'occupe de son jardin, surtout des rosiers près de la clôture du fond. Et elle m'a demandé de prendre soin des albums photos pour que ses futurs petits-enfants puissent découvrir l'histoire de leur famille. Marcus apparut sur le seuil. Ça fait beaucoup de responsabilités pour quelqu'un qui n'est même pas de la famille. Ce commentaire m'a frappé comme un coup de poing. Je m'occupe de votre mère depuis 3 ans. Je crois qu'elle me considérait comme un membre de la famille. S'occuper d'elle était très gentil de votre part, dit Jennifer d'un ton condescendant. Mais soyons réalistes quant à la nature de cette relation. Tu as été serviable, Emma, mais elle restait notre mère. Ces objets sont dans notre famille depuis des générations. Daniel entra dans la pièce pendant cette conversation, et je le regardais désespérément, attendant qu'il me défende, qu'il rappelle à ses frères et sœurs combien sa mère m'avait aimé, qu'il défende la relation que nous avions construite. Il semblait mal à l'aise et évitait mon regard. On devrait peut-être attendre quelques jours avant de prendre des décisions concernant les affaires de maman. Tout le monde est sous le choc en ce moment. Mais Jennifer était déjà en train de sortir le collier de perles de la boîte à bijoux. En fait, je pense que maman aurait voulu que sa petite fille le garde. Il devrait rester dans la famille. Ce mot, lignée, résonna dans ma tête pour le reste de la soirée. Au fil de la réunion, je commençais à percevoir d'autres remarques et gestes subtils qui dressèrent un tableau clair. Je n'étais pas de la famille. J'avais été utile, serviable, pratique, mais je n'en faisais pas partie. Ce soir-là, au moment du départ des invités, plusieurs membres de la famille ont étreint les frères et sœurs et le père de Daniel, leur assurant de leur soutien et promettant de rester en contact durant les mois difficiles à venir. La plupart m'ont adressé un signe de tête polie, ou un bref « merci pour tout », avant de s'éloigner. Après le départ de tous, Daniel et moi nous sommes retrouvés seuls dans la maison, qui soudain semblait différente. Les lits qu'avait utilisés sa famille, les voitures supplémentaires garées dans l'allée, les conversations qui s'interrompaient dès que j'entrais dans une pièce, tout cela avait créé une atmosphère chargée de tension. « Ta sœur a pris les bijoux de ta mère », ai-je dit pendant que nous nettoyions la cuisine. Les épaules de Daniel se tendirent. « Elle est en deuil, Emma. Et techniquement, ces bijoux sont dans la famille depuis longtemps. Ta mère m'a dit qu'elle voulait que je l'aie. » Quelqu'un d'autre l'a entendu dire ça. La question sonna comme une trahison.
Vous me demandez de prouver que votre mère tenait à moi? Daniel se détourna de moi, concentré sur le remplissage du lave-vaisselle. Je veux dire que les esprits sont échauffés en ce moment, et qu'il vaudrait peut-être mieux éviter de faire des déclarations qui pourraient créer des tensions familiales. Drame familial. On me présentait comme la source potentielle de drames familiaux, parce que je voulais honorer les dernières volontés d'une femme mourante. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'écoutais Daniel respirer à côté de moi, et j'ai compris que quelque chose d'essentiel avait changé. L'homme qui m'avait supplié de l'aider à prendre soin de sa mère, qui avait compté entièrement sur moi pendant 3 ans, qui avait été témoin de l'amour que sa mère me portait, remettait maintenant en question ma place dans sa famille. J'aurais dû faire mes valises ce soir-là. J'aurais dû comprendre que la loyauté de Daniel irait toujours à sa famille, peu importe ce qui était juste ou équitable. J'aurais dû réaliser que la femme qui m'avait protégée et qui m'avait aimée n'était plus là, et que sans son soutien, j'étais vulnérable comme jamais auparavant. Mais je ne suis pas partie. Je suis restée parce que je croyais que l'amour pouvait triompher des querelles familiales. Je suis restée parce que je pensais que Daniel se souviendrait de tout ce que nous avions vécu ensemble. Je suis restée parce que Madame Richardson avait été comme une sœur pour moi, et que cette maison abritait 3 années de souvenirs partagés. Je suis restée parce que je croyais encore que les bons cœurs reconnaissent les autres bons cœurs, et que la gentillesse finit toujours par vous revenir. La trahison, lorsqu'elle surviendrait, serait pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. La catastrophe est survenue exactement 1 semaine après les funérailles, au cours de ce qui devait être un dîner de famille tranquille pour discuter des prochaines étapes. Jennifer et Marcus avaient prolongé leur séjour, prétextant avoir besoin de temps pour aider Daniel à digérer tout ça, et à régler les affaires familiales. Ils avaient de longues conversations qui s'interrompaient dès que j'entrais dans la pièce, passaient des appels téléphoniques à l'extérieur et fouillaient les papiers et les affaires de Madame Richardson pendant que j'étais au travail. Je travaillais toujours comme administratrice médicale à l'hôpital local, le même emploi qui m'avait permis de m'occuper de Madame Richardson pendant sa maladie. Mes collègues m'avaient énormément soutenue, me permettant d'aménager mon emploi du temps pour les rendez-vous médicaux et les urgences familiales. J'avais épuisé la plupart de mes jours de maladie et de congés payés ces 3 dernières années, et mes économies étaient presque entièrement épuisées par l'achat d'aliments spécifiques, d'articles de confort et de fournitures médicales non remboursés par l'assurance. Mais je considérais cela comme un investissement dans la famille, dans l'amour, dans la construction d'une vie avec Daniel qui honorerait ceux qui nous avaient précédés. Ce mardi soir-là, je suis rentrée du travail en m'attendant à trouver une maison calme. Au lieu de cela, j'ai trouvé toute la famille de Daniel réunie dans notre salon, des papiers éparpillés sur la table basse. L'atmosphère était formelle, presque professionnelle, et tout le monde a levé les yeux à mon entrée, comme s'il m'attendait. « Emma », dit Daniel d'une voix étrangement formelle. « Il faut qu'on parle. » Je me suis assise avec précaution, mon sac de travail toujours à la main, me sentant soudain comme une invitée chez moi. Les papiers posés sur la table basse semblaient être des documents financiers, des informations sur les assurances et ce qui ressemblait à des titres de propriété. Jennifer a pris la parole en premier. Nous avons examiné les affaires de maman, et il y a certaines choses dont nous devons discuter concernant la maison et les conditions de vie. Votre logement ? Ai-je demandé, en regardant Daniel pour avoir des précisions. Marcus s'éclaircit la gorge. Emma, tu as été incroyablement généreuse ces dernières années. Vraiment bien au-delà de ce que quiconque aurait pu espérer. Mais maintenant que maman n'est plus là, nous devons réfléchir de manière pragmatique à ce qui est le plus judicieux pour l'avenir. J'ai senti quelque chose de froid se poser sur mon estomac. Que voulez-vous dire ? Daniel finit par prendre la parole, mais il ne pouvait pas me regarder directement. Cette maison est dans ma famille depuis 30 ans, Emma. Ma mère l'a achetée après son divorce et elle a remboursé l'emprunt pendant tout ce temps. Maintenant qu'elle n'est plus là, la responsabilité financière nous incombe et nous devons réfléchir à ce qui est viable. Nous ? Ai-je demandé. Daniel, c'est notre maison. Nous vivons ici depuis 3 ans. Je participe aux dépenses du ménage, aux factures, aux courses, à tous les frais liés aux soins de Madame Richardson. Oui, j'aidais, interrompit Jennifer. Mais la maison elle-même, l'hypothèque, les impôts fonciers, les dépenses importantes, tout cela a toujours été pris en charge par l'argent de la famille. Le mot « famille » était devenu une arme qu'ils utilisaient pour m'exclure des décisions concernant ma propre vie. Je ne comprends pas ce que vous dites, ai-je dit, même si une partie de moi commençait à comprendre exactement ce qu'il disait. Monsieur Richardson prit la parole depuis sa position près de la fenêtre. Emma, tu as épousé Daniel, pas toute la famille. Sarah est partie maintenant,
et il est temps pour la famille Richardson de prendre des décisions concernant les biens familiaux. C'est aussi ma maison, dis-je d'une voix plus assurée. J'y vis depuis 3 ans. J'ai pris soin de cette maison, je l'ai entretenue, j'y ai investi mon temps et mon argent. C'était très gentil de votre part, dit Jennifer sur le ton qu'on emploie avec un voisin serviable. Mais la gentillesse n'entraîne pas de droit de propriété ni d'obligation familiale. Daniel a fini par me regarder, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a brisé le cœur. Il y avait de la culpabilité, mais aussi de la détermination. Il avait fait son choix, et ce n'était pas moi. La famille a décidé qu'il était plus judicieux que Jennifer retourne vivre dans l'Ohio et reprenne la maison, a-t-il dit d'une voix calme. Sa fille entame sa dernière année de lycée, et cela leur apporterait de la stabilité tout en conservant la propriété dans la famille. Où est-ce que je suis censé aller, Daniel ? Ai-je demandé, la voix brisée. Un long silence s'installa avant que Marcus ne prenne la parole. Emma, tu es une jeune femme, tu as un bon travail et aucune obligation familiale. Tu as le choix. Tu peux trouver ton propre logement, prendre un nouveau départ et construire la vie dont tu rêves. La vie que je souhaite, c'est ici, avec mon mari, dans notre maison. Jennifer se pencha en avant avec une expression qu'elle pensait sans doute compatissante. Emma, sois honnête avec toi-même. Cette relation visait-elle vraiment à construire une vie ensemble, ou s'agissait-il simplement d'avoir quelqu'un pour s'occuper de maman ? La question était si cruelle, si calculée, qu'elle m'a coupé le souffle. Comment pouvez-vous me demander ça ? J'aimais votre mère. J'aime Daniel. C'est ma famille. Mais nous ne sommes pas votre famille, a déclaré Marcus sans ambages. Vous êtes entrés dans cette famille par le mariage, ce qui était formidable tant que maman avait besoin de soins. Mais maman est décédée maintenant, et nous devons réfléchir à ce qui est le mieux pour la famille Richardson à l'avenir. Je me suis tournée vers Daniel, désespérée. Dis-leur. Dis-leur que nous construisons une vie ensemble. Dis-leur que je suis ta femme et que c'est notre maison et notre avenir. Daniel baissa les yeux sur ses mains. Lorsqu'il prit enfin la parole, ces mots anéantirent tout ce que je croyais savoir de notre mariage. Emma, peut-être que ma famille a raison. Peut-être que nous nous sommes mariés pour de mauvaises raisons. Tu avais besoin de stabilité et d'appartenance, et j'avais besoin d'aide avec maman. Mais maintenant que maman est partie, peut-être devrions-nous tous les deux réfléchir à ce que nous voulons vraiment de la vie. La pièce devint complètement silencieuse, hormis le bruit de mon cœur qui se brisait. Tu veux divorcer, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Je pense que nous devrions nous demander si ce mariage a encore un sens pour l'un ou l'autre d'entre nous, dit Daniel, sans toujours me regarder. Jennifer intervint aussitôt, il n'est pas nécessaire que ce soit dramatique ou conflictuel, Emma. Tu pourrais déménager, laisser à chacun l'espace nécessaire pour faire le point. Daniel pourrait aider à payer le premier mois de loyer, et vous pourriez toutes les deux prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Je sais ce que je veux, dis-je en me levant brusquement. Je veux que mon mari se souvienne que j'ai consacré 3 ans de ma vie à prendre soin de sa mère mourante. Je veux qu'il se souvienne que j'ai sacrifié mes économies, mon temps, mes perspectives de carrière, ma vie sociale, tout, pour que sa mère se sente aimée pendant la période la plus difficile de sa vie. Je veux qu'il se souvienne que sa mère m'appelait sa fille et qu'elle m'aimait. Elle vous appréciait, a déclaré M. Richardson d'un ton dédaigneux. Mais l'appréciation ne crée pas de droits successoraux ni d'obligations familiales. Sors, dis-je doucement. Emma, Kamenka Daniel. Sortez de chez moi, ai-je crié. Vous tous, sauf Daniel. Sortez immédiatement. Mais au lieu de me soutenir, au lieu de défendre notre mariage, au lieu d'honorer tout ce que nous avions traversé ensemble, Daniel s'est dressé entre moi et sa famille. Emma, tu dois te calmer. Je dois me calmer. Je tremblais de rage et de chagrin. Ta famille me demande de quitter ma propre maison, remet en question mon mariage, me traite comme une employée qui s'est éternisée, et c'est moi qui dois me calmer. Voilà précisément pourquoi ça ne marche pas, a dit Jennifer. Tu en fais toute une histoire et tu laisses tes émotions prendre le dessus sur une conversation purement pratique. Ce n'est pas à toi de tenir cette conversation, ai-je crié. C'est mon mariage et ma maison. Le visage de Daniel se durcit. Emma, arrête de crier. Tu es déraisonnable. Déraisonnable. Oui. C'est inadmissible. Ma famille essaie d'avoir une conversation respectueuse sur une situation difficile, et vous agissez comme si nous vous attaquions.
J'ai regardé mon mari et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais plus. L'homme qui m'avait serré dans ses bras quand je pleurais d'épuisement lors des pires nuits de sa mère. L'homme qui m'avait remercié sans cesse pour tous les sacrifices que je faisais pour sa famille. L'homme qui m'avait promis que nous construisions ensemble quelque chose de beau. Cet homme avait disparu. Cet inconnu qui se tenait devant moi avait choisi sa famille plutôt que moi, avait décidé que leur confort primait sur notre mariage, avait réduit 3 années d'amour et de sacrifice à de la simple serviabilité et de la gentillesse. Très bien, dis-je doucement. Vous voulez que je parte? Je m'en vais. Je suis allé dans notre chambre et j'ai sorti la valise qui prenait la poussière dans notre placard depuis 3 ans. La même valise que j'avais préparée en emménageant dans cette maison, persuadée d'avoir enfin trouvé mon foyer pour toujours. Je les entendais parler dans le salon pendant que je faisais mes valises. Leur voix était soulagée et sérieuse, abordant déjà des discussions pratiques sur la gestion immobilière et les finances familiales. Quand je suis ressortie avec ma valise, ils étaient tous encore là, mais la conversation s'est arrêtée net. Daniel m'a regardé avec une expression qui ressemblait peut-être à du regret, mais pas assez pour le faire changer d'avis. « Emma, tu n'es pas obligée de partir ce soir, » dit-il. « On peut trouver un horaire raisonnable. » Non, ai-je dit. Je ne passerai pas une autre nuit dans une maison où je ne suis pas désirée par des gens que je croyais être ma famille. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée et j'ai fait demi-tour. Daniel, quand ta mère était mourante, elle m'a dit que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. Elle disait que la famille, c'est ceux qui sont présents, ceux qui restent, ceux qui aiment sans condition. Elle disait qu'on ne choisit pas sa famille de naissance, mais qu'on peut choisir celle qu'on se crée. J'ai parcouru la pièce du regard, les observant tous. Je croyais avoir fait le bon choix. Je croyais que vous m'aviez choisi aussi. Puis je suis sortie de la maison que j'avais appelée mon foyer pendant 3 ans, emportant tout ce que je possédais dans une petite valise, sans la moindre idée de l'endroit où j'allais dormir cette nuit-là. Ce que j'ignorais, c'est que Madame Richardson avait tout prévu pour ce moment précis. Ce que j'ignorais, c'est que parmi tous les documents que la famille de Daniel avait examinés, le plus important était absent. Ce que j'ignorais, c'est que la femme que j'avais aimée et dont j'avais pris soin avait toujours eu 3 coups d'avance sur ses enfants égoïstes, et que justice allait être rendue de la plus belle des manières. Le 1er mois après avoir quitté la maison a été la période la plus sombre de ma vie d'adulte, et la famille de Daniel a tenu à ce que je sache exactement à quel point il me considérait comme jetable. J'ai trouvé un minuscule studio à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit qu'on loue à la semaine quand on est désespéré et sans référence. Il était situé au-dessus d'une supérette, avec des murs fins qui laissaient passer toutes les transactions des clients du dessous et des voisins qui semblaient travailler par roulement, ce qui rendait le bruit insupportable. La douche fonctionnait à peine, le chauffage était capricieux et je devais partager la salle de bain avec 3 autres locataires. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre avec mes économies réduites à néant et la certitude d'être complètement seule. Daniel m'a appelé 2 fois durant ces premières semaines. Les conversations étaient gênantes et brèves, ponctuées de ses justifications concernant ses obligations familiales et ses décisions pratiques. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais, ne m'a jamais proposé son aide, n'a jamais reconnu avoir choisi de détruire notre mariage plutôt que de s'opposer à ses frères et sœurs. « J'espère que vous comprenez que ce n'est pas personnel », a-t-il dit lors du 2e appel. Il s'agit simplement de trouver ce qui est le mieux pour tout le monde. Tout le monde sauf moi, ai-je répondu. Emma, tu es jeune et capable. Tout ira bien. Peut-être que c'est finalement mieux pour nous deux à long terme. J'ai raccroché et je n'ai jamais répondu lorsqu'il a rappelé. Jennifer a emménagé dans la maison 2 semaines plus tard, avec sa fille et son mari, dans l'espace où j'avais soigné Madame Richardson durant sa dernière maladie. Un jour, en passant devant la maison en voiture, j'ai aperçu la voiture de la fille de Jennifer garée dans l'allée et de nouveaux meubles de jardin sur la terrasse où Madame Richardson et moi avions l'habitude de nous asseoir le soir. Il m'avait complètement effacé, comme si ces 3 années n'avaient jamais existé. Mon travail était devenu mon seul point d'ancrage. Mes collègues me soutenaient, mais ils étaient perplexes face à mon départ soudain et à ma apparente séparation d'avec un mari dont je ne m'étais jamais plainte. Incapable d'expliquer toute la situation sans m'effondrer, je donnais des réponses vagues, évoquant des complications familiales et un besoin d'espace. Mais c'est aussi au travail que la réalité financière de ma situation est devenue impossible à ignorer. J'avais dépensé la majeure partie de mes économies en 3 ans pour les soins de Madame Richardson.
des plats spéciaux lorsqu'elle ne pouvait pas manger ses repas habituels, des articles de confort comme des draps extra doux et des bouillottes, l'argent de l'essence pour ses innombrables rendez-vous médicaux, des médicaments et compléments alimentaires sans ordonnance non remboursés par l'assurance, des fleurs pour sa chambre et des petits cadeaux qui lui faisaient plaisir. Je n'y avais jamais pensé comme à un investissement potentiellement non rentable. Je l'avais toujours considéré comme un geste pour sa famille. Je vivais désormais au jour le jour dans un studio qui coûtait près de la moitié de mon salaire mensuel, essayant de reconstruire ma vie à partir de rien. Pendant ce temps, la famille de Daniel s'adaptait à sa nouvelle vie comme si tout s'était toujours passé comme prévu. J'ai appris par des amis communs que Jennifer avait quitté son emploi dans l'Ohio et envisageait de s'y installer définitivement. Que Marcus aidait Daniel à refinancer son prêt immobilier. Que M. Richardson était fier de ses enfants qui avaient géré la transition avec une telle fluidité. Le mot « transition » donnait l'impression que mon départ était une évolution naturelle, plutôt qu'une éviction calculée de quelqu'un devenu gênant. Mais ce qui était le plus douloureux, c'était cette réécriture de l'histoire qui semblait se produire. Lorsque j'ai croisé une cousine de Daniel à l'épicerie, elle m'a confié combien il était admirable que la famille de Daniel ait été si dévouée à Madame Richardson pendant sa maladie. C'est magnifique de voir les familles se serrer les coudes comme ça, a-t-elle déclaré. Sarah a eu tellement de chance d'avoir ses enfants qui ont si bien pris soin d'elle. J'avais envie de crier que c'était moi qui m'étais occupée d'elle. Que les enfants de Daniel venaient de temps en temps, tandis que moi, je vivais au quotidien la réalité de son déclin. Que Jennifer avait passé plus de temps à trier les affaires de sa mère la semaine suivant les funérailles qu'à lui rendre visite pendant toute la dernière année de sa vie. Mais rectifier le récit m'aurait fait paraître amer et pathétique, alors j'ai simplement hoché la tête et me suis éclipsée de la conversation aussi vite que possible. L'isolement était insupportable. J'avais déménagé dans cette ville après mon mariage avec Daniel, laissant derrière moi les quelques amis que j'avais dans ma ville précédente. Pendant la maladie de Madame Richardson, je n'avais guère eu de temps pour les relations sociales. Mon monde s'était réduit au travail, à la maison et aux soins que je lui prodiguais, ce qui, à l'époque, me semblait riche et utile. Maintenant, il ne restait plus qu'un sentiment de vide. Je passais mes soirées dans mon minuscule appartement à manger des plats surgelés bon marché et à me demander comment j'avais pu me tromper à ce point. Daniel m'avait-il vraiment aimé, ou n'étais-je qu'une solution de facilité pour s'occuper de sa mère? L'affection de Madame Richardson était-elle sincère, ou avais-je confondu gentillesse et véritables sentiments familiaux? Le doute était un poison. J'ai commencé à remettre en question chaque conversation, chaque moment de complicité, chaque expression d'amour que je croyais avoir reçue durant ces 3 années. 6 semaines après avoir quitté la maison, j'ai reçu un appel d'une personne à laquelle je ne m'attendais pas. Dorothy, une amie de longue date de Madame Richardson, qui lui avait rendu visite de temps en temps pendant sa maladie. « Emma, ma chérie, j'espère que tu ne m'en voudras pas de t'appeler. Daniel m'a donné ton numéro. Je voulais prendre de tes nouvelles. » La voix de Dorothy était chaleureuse et empreinte de sollicitude, la première véritable marque de gentillesse que j'entendais depuis des semaines. « Je vais bien, ai-je menti machinalement. »« Non, tu ne le es pas, dit-elle doucement. Et tu ne devrais pas l'être. Ce que cette famille t'a fait est honteux. » J'ai commencé à pleurer avant même de pouvoir me retenir. « Oh, ma chérie, poursuivit Dorothy. » Sarah aurait le cœur brisé si elle le savait. Elle t'aimait comme sa propre fille. Elle parlait sans cesse de toi, de sa gratitude de t'avoir dans sa vie, du cadeau que tu lui avais offert, celui de se sentir vraiment aimé et non simplement géré. La famille de Daniel agit comme si je n'étais qu'une personne serviable, dis-je en pleurant. Comme si j'étais une employée de service qui se permettait des choses qui la dépassaient. C'est absurde, et Sarah le savait. C'est précisément cette situation qui l'inquiétait. Elle craignait que ses enfants ne comprennent jamais ce que sont le véritable amour et le sacrifice, car ils n'auraient jamais eu à les offrir eux-mêmes. Il y avait quelque chose dans le ton de Dorothy qui a attiré mon attention. Que voulez-vous dire? Emma, je ne devrais probablement pas dire ça, mais Sarah n'était pas dupe. Elle a observé le comportement de ses enfants pendant sa maladie. Elle a vu qui était présent et qui trouvait des excuses. Elle a vu qui se sacrifiait et qui en profitait. Elle est restée lucide jusqu'au bout, et elle prenait des notes. Je prends des notes. Dorothy resta silenciosa un long moment. Je devrais laisser son avocat expliquer cela correctement, mais Emma, je pense qu'il y a certaines choses concernant les affaires de Sarah que tu devrais savoir. Son avocat? Il s'appelle James Mitchell. Il essaie de joindre la famille depuis des semaines, mais ils le font patienter. Je pense qu'il croit qu'il appelle pour des dettes ou des dépenses.
Mais ma chérie, je pense que tu devrais l'appeler toi-même. Je crois que Sarah avait une conception de la justice que ses enfants n'auraient jamais imaginée. Elle m'a donné le numéro de téléphone de l'avocat et m'a fait promettre de l'appeler le lendemain. Cette nuit-là, allongée dans mon lit étroit, j'écoutais les clients de l'épicerie en bas et je me demandais ce que Dorothy pouvait bien vouloir dire. Madame Richardson avait vécu confortablement, sans être riche. Elle était propriétaire de sa maison et avait quelques économies, mais rien qui puisse changer radicalement la vie de qui que ce soit. Mais les paroles de Dorothy résonnaient sans cesse dans ma tête. Sarah prenait des notes. Elle s'inquiétait précisément de cette situation. Elle avait quelques idées sur la justice. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau de James Mitchell, les mains tremblantes, sans me douter que cet appel allait révéler le plus bel acte d'amour et de justice que j'aurais pu imaginer. Sans savoir que Madame Richardson avait préparé ce moment depuis la première semaine, où elle avait vu sa famille me traiter comme une employée plutôt que comme la fille que j'étais devenue. Sans savoir que la femme qui m'avait aimée allait me tendre la main depuis l'au-delà pour me montrer que la vraie famille se protège les uns les autres, même après la mort. Le cabinet de James Mitchell était bien différent de ce à quoi je m'attendais. Loin d'être une clinique d'aide juridique impersonnelle, il se trouvait dans un magnifique bâtiment historique du centre-ville, avec des meubles en acajou et des ouvrages juridiques semblant avoir été collectionnés pendant des décennies. La réceptionniste m'a accueilli avec un professionnalisme chaleureux, comme si j'étais une cliente importante et non une femme sans domicile fixe vêtue de vêtements bon marché. Monsieur Mitchell avait la soixantaine, un regard bienveillant derrière ses lunettes à monture métallique et une patience qui donnait l'impression qu'il avait tout son temps pour écouter vos problèmes. Quand je suis entrée dans son bureau, il s'est levé aussitôt et m'a serré la main. « Emma Richardson », dit-il chaleureusement. « J'espérais vous rencontrer depuis longtemps. Asseyez-vous, je vous prie. Puis-je vous offrir un café ou un thé ? Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici, dis-je honnêtement. L'amie de Madame Richardson, Dorothy, m'a suggéré de vous appeler, mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. Monsieur Mitchell se rassit et ouvrit un épais dossier. Emma, j'essaie de joindre Daniel et sa famille depuis près de 2 mois. Ils ne répondent pas à mes appels, et quand j'ai enfin réussi à joindre Daniel directement, il m'a dit de m'occuper des frais d'obsèques par l'intermédiaire des pompes funèbres et que la famille ne souhaitait pas discuter de détails financiers mineurs, pour le moment. Des détails financiers ? La lecture du testament de sa mère. J'étais perplexe. Mais Daniel ne serait-il pas déjà au courant du testament de sa mère ? Après tout, elle était propriétaire de la maison, et ils prennent des décisions concernant ses biens depuis des semaines. Monsieur Mitchell se pencha légèrement en avant. Emma, est-ce que Daniel ou sa famille ont mentionné que Madame Richardson avait mis à jour son testament ? Quand l'avez-vous mis à jour ? 3 mois avant sa mort. Un silence complet s'installa dans la pièce, hormis les battements de mon cœur. 3 mois avant sa mort, Madame Richardson m'avait demandé de la conduire chez son avocat. Je pensais qu'il s'agissait d'une simple formalité administrative. Je ne comprends pas, ai-je dit. Madame Richardson est venue me voir en décembre. Elle était très lucide, très déterminée et très précise sur ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit qu'elle avait observé le comportement de sa famille pendant sa maladie et qu'elle souhaitait apporter des changements pour que son héritage revienne à quelqu'un qui l'aurait véritablement mérité par l'amour et le sacrifice. Mes mains se sont mises à trembler. Quells types de changements. Monsieur Mitchell ouvrit le dossier et en sortit un document juridique. Emma, Madame Richardson vous a tout légué. Au début, ces mots n'avaient aucun sens. Je les entendais, mais mon cerveau était incapable d'en comprendre le sens. Tout. La maison. Toutes ses économies, soit environ 180 000 $. Sa part dans Richardson Family Construction, l'entreprise du père de Daniel dont elle était restée actionnaire après leur divorce. Et son assurance vie, qui prévoit un versement de 250 000 $. Je le fixai du regard. C'est impossible. Non seulement c'est possible, mais c'est légal et incontestable. Madame Richardson a été très méticuleuse. Elle m'a demandé de consigner par écrit les raisons de ces changements, sa capacité mentale et ses souhaits précis concernant la gestion de sa succession. Mais la famille de Daniel se comporte comme si elle avait tout hérité. Jennifer a emménagé dans la maison. Ils prennent les décisions financières. L'expression de M. Mitchell se fit grave. Ils ont pris des décisions illégales, fondées sur des suppositions. Cette maison vous appartient, Emma. Elle vous appartient depuis le décès de Madame Richardson.
Chaque jour passé à y vivre et à y apporter des modifications constitue une intrusion sur votre propriété. L'ampleur de ce qu'il me disait était bouleversante. J'avais le vertige, comme si la pièce tournait autour de moi. Pourquoi? Ai-je réussi à demander. Pourquoi a-t-elle fait ça? Monsieur Mitchell sourit et sortit un autre document. Elle vous a écrit une lettre. Elle m'a demandé de vous la remettre quand je vous ai parlé de l'héritage. Les mains tremblantes, j'ai pris l'enveloppe où mon nom était écrit de la main soignée de Madame Richardson. Ma très chère Emma. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que mes enfants ont révélé leur vrai visage, comme je m'y attendais. Je suis désolée, ma chérie. Je suis désolée qu'il t'ait fait souffrir, et je suis désolée que mon fils ait préféré les querelles familiales à la femme merveilleuse qui lui a offert le cadeau d'un amour véritable. Mais cela ne me surprend pas. Depuis le jour où tu as franchi le seuil de ma maison il y a 3 ans, je t'ai observé. J'ai vu comment tu m'as traité non pas comme un fardeau ou une obligation, mais comme une personne digne de respect et d'attention. J'ai vu comment tu as sacrifié tes économies, ton temps, ton énergie et ta vie sociale pour que je me sente aimée pendant la période la plus difficile de ma vie. Plus que tout, j'ai observé mes enfants. J'ai vu Daniel apprécier vos services tout en se montrant incapable de vous défendre auprès de ses frères et sœurs. J'ai vu Jennifer et Marcus venir vous voir quand cela les arrangeait et disparaître dès que les soins devenaient difficiles. Je les ai vus vous traiter comme une employée tout en s'attribuant le mérite de votre dévouement. Je savais que ce jour viendrait. Je savais qu'une fois partis, ils trouveraient des raisons de t'évincer et de s'approprier ce qu'ils estimaient leur revenir de droit. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris, l'héritage n'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. C'est une question de présence. C'est une question de mérite, par ses actions et non par son ADN, de perpétuer l'héritage de quelqu'un. Tu l'as mérité, Emma. Chaque nuit blanche, chaque mot doux dans ma souffrance, chaque sacrifice que tu as fait sans qu'on te le demande. Tu l'as mérité en me traitant comme une membre de la famille pendant 3 ans, alors que ma propre famille te traitait comme une étrangère. Cette maison est à vous car vous en avez fait un foyer plein d'amour. Cet argent vous appartient car vous avez dépensé votre propre argent pour mes soins sans hésiter. Ces parts de l'entreprise vous appartiennent car vous comprenez ce que signifie travailler dur et prendre soin des autres. Ne les laissez pas vous culpabiliser d'accepter ce que vous avez mérité. Ne les laissez pas vous convaincre que la gentillesse ne devrait pas être récompensée, tandis que l'égoïsme est hérité. Tu as été la fille dont j'avais besoin durant ces dernières années, et maintenant je suis la mère que tu mérites. Utilise ce don pour bâtir la vie de sécurité et de bonheur dont tu as toujours rêvé. Trouve quelqu'un qui chérit ton cœur comme je l'ai fait. Et sache que te voir découvrir ta valeur a été l'une des plus grandes joies de mes dernières années. Tout mon amour. Sarah Richardson. PS. La roseraie est aussi la vôtre. Je sais que vous la garderez magnifique. J'étais en larmes avant même d'avoir fini ma lecture. Monsieur Mitchell m'a tendu une boîte de mouchoirs et a attendu patiemment que je digère le mélange bouleversant de chagrin, de gratitude et de soulagement qui m'envahissait. Elle le savait, dis-je en pleurant. Elle savait exactement ce qui allait se passer. Sarah Richardson était l'une des femmes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées, a déclaré Monsieur Mitchell d'une voix douce. Elle n'a pas pris cette décision sur un coup de tête. Elle y a réfléchi pendant des mois, me posant des questions sur la façon de protéger l'héritage contre toute contestation, s'assurant que tout soit légal et contraignant. Peuvent-ils le contester? Ils peuvent essayer, mais ils n'y parviendront pas. Madame Richardson était saine d'esprit. Ses décisions étaient motivées par des raisons claires et elle a respecté toutes les obligations légales. De plus, elle a fourni des documents précis concernant leur comportement pendant sa maladie, documents qu'il leur sera difficile de réfuter devant un tribunal. J'ai baissé les yeux sur les documents légaux, encore incrédule. Mon nom sur les titres de propriété. Des numéros de compte bancaire avec mon nom comme bénéficiaire. La propriété légale d'actifs d'une valeur de près d'un demi-million de dollars. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé. Premièrement, vous devez comprendre que cette maison vous appartient depuis 2 mois. Jennifer et sa famille y vivent actuellement illégalement. Vous avez le droit de les expulser immédiatement. Comment puis-je faire cela? Nous leur signifions un avis officiel leur enjoignant de quitter votre propriété dans un délai de 30 jours. S'ils refusent, nous les poursuivons en justice et demandons leur expulsion par les services du shérif. L'idée de retourner dans cette maison, de confronter la famille de Daniel avec des documents légaux prouvant que tout ce qu'ils avaient supposé était faux, était à la fois terrifiante et incroyablement satisfaisante. Voulez-vous m'aider? Ai-je demandé.
M. Mitchell Stewart. Emma, ce serait un honneur pour moi d'aider la fille de Sarah Richardson à réclamer ce qui lui revient de droit. Cet après-midi-là, j'étais assise dans mon minuscule studio, tenant en main des documents légaux qui prouvaient que j'étais effectivement riche, propriétaire et que j'avais pleinement raison de ressentir tout ce que j'avais ressenti ces 2 derniers mois. La famille de Daniel m'avait mis à la porte de ma propre maison. Ils vivaient sur ma propriété, prenaient des décisions concernant mes biens et me traitaient comme si j'étais un intrus. Ils avaient réécrit l'histoire des dernières années de Madame Richardson pour effacer mon rôle, tandis qu'ils profitaient des avantages de mon sacrifice. Et demain, Monsieur Mitchell et moi allions nous présenter à la porte de ma maison et leur remettre des documents légaux qui allaient anéantir leurs idées reçues sur la famille, l'héritage et qui méritaient quoi. Mais même si j'éprouvais la satisfaction d'approcher la justice, je ressentais aussi le poids de ce que cette confrontation impliquerait. Il ne s'agissait pas d'inconnus que j'allais humilier. Il s'agissait de Daniel, l'homme que j'avais aimé et épousé. Il s'agissait de la famille dont j'avais espéré faire partie pour toujours. La petite fille qui avait grandi en famille d'accueil, rêvant d'appartenir à un endroit, était sur le point de devenir propriétaire d'une maison et d'avoir le pouvoir de mettre une famille à la rue. Cela aurait dû être une victoire. Au lieu de cela, j'ai ressenti la fin définitive et dévastatrice de tous mes espoirs en matière d'amour, de famille et de place dans le monde. L'avis d'expulsion de 30 jours a été signifié un mardi matin, et Daniel m'a appelé 2 heures plus tard, la voix tremblante de rage et d'incrédulité. « Emma, c'est quoi ce bordel ?» demanda-t-il sans même dire bonjour. « Un avocat débarque chez toi en prétendant que c'est ta maison ? C'est dingue. Ce n'est pas de la folie, Daniel. C'est la volonté de ta mère. C'est impossible. Maman ne ferait jamais une chose pareille. Elle ne renierait jamais ses propres enfants pour quelqu'un qui n'est même pas de la famille. » L'expression « même pas de la famille » m'a profondément blessée, mais je m'y attendais. J'étais comme un membre de sa famille, Daniel. Pendant 3 ans, j'ai été plus comme un membre de sa famille que n'importe lequel d'entre vous. Tu as été utile, Emma. Il y a une différence entre être utile et mériter d'hériter de tout ce pour quoi quelqu'un a travaillé toute sa vie. J'entendais la voix de Jennifer en arrière-plan, aiguë et furieuse, qui exigeait des explications. J'entendais aussi des bruits de papier froissé et des voix qui s'élevaient. Daniel, ta mère a pris cette décision 3 mois avant son décès. Elle était parfaitement saine d'esprit et elle avait des raisons très précises pour ce qu'elle a choisi de faire. Quelle raison ? Lança-t-il sèchement. Quelle raison pourrait bien avoir pour vous léguer tout plutôt qu'à ses propres enfants ? J'ai pris une profonde inspiration, repensant à la lettre de Madame Richardson. Parce que j'étais là, Daniel. Parce que j'ai tout sacrifié pour prendre soin d'elle, tandis que toi et tes frères et sœurs trouviez des excuses et me traitiez comme une employée. Parce qu'elle a vu comment ta famille me traitait, et elle a décidé que l'amour et le sacrifice devaient être récompensés au lieu d'être considérés comme acquis. Le silence persista pendant de longues minutes avant que Daniel ne reprenne la parole, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Vous avez manipulé une femme mourante. J'ai pris soin d'une femme mourante. Tu as repéré une personne vulnérable et tu l'as convaincue de couper les ponts avec sa vraie famille pour pouvoir voler notre héritage. L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Comment peux-tu me dire ça ? Comment peux-tu même penser cela après tout ce que tu m'as vu faire pour elle ? Je t'ai vu te positionner comme la soignante idéale, pendant que ma famille était aux prises avec son propre deuil et ses responsabilités. Je t'ai vu te rendre indispensable pour pouvoir profiter de la gratitude de maman. J'ai compris que Daniel avait réécrit toute notre histoire dans son esprit. La femme qui avait sacrifié ses économies, son temps et son énergie émotionnelle était devenue, à ses yeux, une manipulatrice opportuniste. Daniel, j'aimais ta mère. Et je t'aimais aussi. Je n'ai jamais rien attendu en retour. Alors pourquoi ne refuses-tu pas l'héritage ? Lança-t-il. Si tu l'aimais vraiment et que ce n'est pas une question d'argent, rends-le à sa vraie famille. La demande était tellement scandaleuse, tellement à côté de la plaque quant aux raisons qui avaient poussé Madame Richardson à prendre sa décision, que j'ai failli rire. Parce qu'elle voulait que je l'aie. Parce qu'elle a fait ce choix délibérément, après avoir vu comment tout le monde me traitait. Parce que le refuser aurait déshonoré ses souhaits et tout ce que nous représentions l'un pour l'autre. Tout ce que vous représentiez l'un pour l'autre. La voix de Daniel montait d'un cran. Emma, tu l'as connue pendant 3 ans. Nous sommes ses enfants. Nous l'avons connue toute notre vie. Connaître quelqu'un et aimer quelqu'un sont 2 choses différentes, Daniel. Apparemment, ce n'était pas la chose à dire. Daniel explodes.
Vous êtes en train de me dire que nous n'aimions pas notre propre mère? Vous êtes en train de me dire qu'une femme qui a épousé un membre de cette famille il y a 3 ans aimait ma mère plus que ses propres enfants. Je vous dis que je me suis présentée tous les jours pendant 3 ans, alors que vous ne vous présentiez que lorsque cela vous arrangeait. La conversation a ensuite dégénéré en accusations et reproches, révélant à quel point nos expériences de ces 3 années avaient été différentes. Daniel semblait sincèrement croire que ses visites occasionnelles et ses contributions financières équivalaient à mes soins quotidiens. Il semblait penser que le simple fait d'être lié par le sang rendait son amour plus légitime que le mien. Le plus dévastateur fut de réaliser que cette conversation se déroulait dans la maison dont j'étais désormais légalement propriétaire, Jennifer et sa famille écoutant chaque mot, planifiant leur prochain coup dans ce qu'ils considéraient clairement comme une guerre. Quand Daniel a finalement raccroché, je suis restée assise dans mon studio, à pleurer la mort de la dernière illusion à laquelle je m'accrochais. Une partie de moi avait espéré qu'une fois la vérité révélée, Daniel se souviendrait de ce que nous avions été l'un pour l'autre. Qu'il reconnaîtrait ce que j'avais apporté à sa famille et qu'il éprouverait de la gratitude pour cet héritage, preuve de l'amour que sa mère me portait. Au lieu de cela, il m'a accusée de manipulation et de vol. Au cours des semaines suivantes, la famille de Daniel a lancé une campagne à la fois juridique et personnelle, destinée à m'intimider pour que je renonce à l'héritage et à me faire passer pour une profiteuse ayant abusé d'une femme âgée vulnérable. Ils ont engagé un avocat pour contester le testament, affirmant que Madame Richardson avait des facultés mentales affaiblies durant ces derniers mois et que j'avais exercé une influence indue sur ses décisions. Ils ont exigé les dossiers médicaux, les évaluations de sa capacité de discernement et les témoignages de toute personne l'ayant observé pendant sa maladie. Ils ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux, me présentant comme une manipulatrice étrangère ayant détruit une famille endeuillée. Jennifer a publié des photos de sa mère avec sa « vraie famille » et a écrit de longs messages poignants sur le chagrin de voir une inconnue s'approprier l'héritage de leur mère. Ils ont contacté mon lieu de travail pour se plaindre de mon caractère et suggérer que quelqu'un capable de manipuler une femme mourante ne devrait pas se voir confier des responsabilités administratives dans un hôpital. Ils ont répandu des rumeurs dans le quartier concernant mes motivations pour épouser Daniel et mon comportement durant la maladie de Madame Richardson. Soudain, ceux qui me connaissaient comme une aidante dévouée ont commencé à me regarder avec suspicion et jugement. L'isolement devint total. Je ne pouvais plus aller faire mes courses sans entendre des chuchotements et des regards hostiles. Mes anciens amis communs m'évitaient complètement, ne voulant pas être mêlés aux drames familiaux. Même certains de mes collègues prirent leur distance, mal à l'aise face à la controverse qui m'entourait. Les frais d'avocat ont commencé à s'accumuler. Même si M. Mitchell était confiant quant à notre victoire, la défense du testament nécessitait des documents, des témoignages et des comparutions au tribunal, autant d'argent que je possédais à peine. Je vivais toujours au jour le jour dans mon studio, tout en payant des frais d'avocat pour réclamer un héritage qui était censé me revenir. L'ironie était cruelle. J'étais riche sur le papier, mais pratiquement sans le sou en réalité, me battant pour des biens auxquels je n'avais pas accès, tandis que la famille de Daniel vivait chez moi et profitait de ma situation. Le pire moment fut lorsque j'ai croisé Dorothy au café près de chez moi. Elle était l'une des rares personnes à m'avoir soutenue après la mort de Madame Richardson, mais même son visage paraissait troublé en me voyant. « Emma, ma chérie, dit-elle prudemment, je voulais te demander quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ? Êtes-vous sûre que c'est ce que Sarah aurait voulu ? Tous ces combats, ces drames juridiques et cette destruction familiale ?» Je la fixai, l'air d'avoir reçu un coup de poing. « Dorothy, c'est toi qui m'as dit d'appeler l'avocat. Tu as dit que Madame Richardson prenait des notes et préparait le procès. Je sais, mais je n'aurais jamais imaginé que cela dégénérerait en une telle guerre. Peut-être que Sarah ne se rendait pas compte de la douleur que cela causerait à toutes les personnes impliquées. Vous pensez donc que je devrais renoncer à l'héritage ? » Dorothy semblait mal à l'aise. « Je pense qu'il y a peut-être un compromis. Vous pourriez partager avec la famille de Daniel, en garder une partie, mais leur donner la maison et les parts de l'entreprise. Montrez que vous ne cherchez pas à blesser qui que ce soit. L'idée que je devrais faire des compromis sur les souhaits explicites de Madame Richardson, que je devrais récompenser la famille de Daniel pour sa cruauté en leur donnant ce à quoi ils estimaient avoir droit, a été le coup de grâce. Je me suis rendu compte que même les gens qui avaient été témoins de l'amour que Madame Richardson me portait, qui avaient constaté de visu la négligence de la famille de Daniel, croyaient encore que la famille de sang méritait plus de considération que la famille choisie. Ce soir-là, assise sur mon lit étroit dans mon studio, j'ai sérieusement songé à abandonner. La bataille juridique m'épuisait. L'isolement social me minait le moral.
Les accusations incessantes me faisaient douter de mes propres souvenirs et de mes motivations. Peut-être serait-il plus simple de partir. Ne rien prendre, prouver que l'argent n'était pas ma motivation, et tenter de reconstruire ma vie ailleurs, la conscience tranquille. Peut-être que Dorothy avait raison de penser que Madame Richardson n'aurait pas souhaité un tel niveau de conflit. Peut-être que Daniel avait raison de dire que j'étais égoïste et destructrice. Peut-être devrais-je simplement disparaître discrètement et laisser sa famille vivre son histoire, récupérer son héritage et trouver la paix. Mais ensuite, j'ai regardé la lettre de Madame Richardson, que j'avais toujours sur moi, et j'ai relu ces mots. Ne les laissez pas vous culpabiliser d'accepter ce que vous avez mérité. Ne les laissez pas vous convaincre que la gentillesse ne devrait pas être récompensée, tandis que l'égoïsme est hérité. Madame Richardson savait que cela arriverait. Elle avait anticipé les accusations, les contestations judiciaires, les pressions sociales pour qu'elle renonce à ce qu'elle avait choisi de me donner. Et pourtant, elle avait décidé que la justice méritait d'être défendue. J'ai compris qu'abandonner ne signifierait pas seulement perdre l'héritage. Cela reviendrait à confirmer la conviction de la famille de Daniel que je n'avais jamais vraiment eu ma place parmi eux, que mon amour et mes sacrifices avaient eu moins de valeur que leur lien du sang, que les gens comme moi devaient accepter n'importe quel traitement et se contenter de quelques bribes de gentillesse. Cela reviendrait à leur apprendre que la cruauté est efficace, qu'ils peuvent détruire quelqu'un qui les a aimés sans en subir les conséquences. Ce serait déshonorer la femme qui m'avait suffisamment aimée pour se battre pour mon avenir même après sa mort. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de penser à abandonner et que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il faudrait pour gagner. Le tournant est venu d'une source inattendue, les anciens dossiers médicaux de Madame Richardson. La famille de Daniel a contesté le testament en justice en arguant de son incapacité mentale au moment de sa modification. Leur avocat avait exigé l'accès à son dossier médical des derniers mois, espérant y trouver des preuves de confusion ou de démence qui invalideraient sa décision. Au lieu de cela, M. Mitchell m'a appelé avec une nouvelle qui a tout changé. « Emma, tu dois voir ces dossiers. » L'oncologue de Madame Richardson a consigné quelque chose de remarquable. Je l'ai rencontré à son bureau le lendemain matin, où il avait étalé des dossiers médicaux et des notes de médecins sur son bureau. « Regardez ces évaluations cognitives, » dit-il en montrant une série de résultats de tests. Madame Richardson a subi des évaluations de ses capacités mentales tous les mois pendant son traitement. Ses résultats sont restés constamment élevés, même pendant les périodes les plus difficiles de sa maladie. Les notes de son médecin mentionnent spécifiquement sa mémoire vive, sa clarté d'esprit et sa capacité à exprimer clairement ses souhaits. Il sortit un autre document. Mais voici le plus important. 3 semaines avant qu'elle ne modifie son testament, le docteur Martinez a consigné une conversation au cours de laquelle Madame Richardson a explicitement fait part de ses inquiétudes quant au comportement de sa famille et de son désir de s'assurer que son héritage revienne à quelqu'un qui l'avait véritablement mérité. Elle a parlé du testament à son médecin. Elle a parlé de toi à son médecin, Emma. De ton dévouement, du fait que ses enfants tenaient ton sacrifice pour acquis, de ses craintes qu'il te traite mal après sa mort. Monsieur Mitchell m'a remis une copie des notes du médecin, et j'ai lu la documentation minutieuse du docteur Martinez retranscrivant les paroles exactes de Madame Richardson. La patiente a exprimé sa profonde gratitude envers sa belle-fille pour son dévouement et ses soins exceptionnels. Elle s'inquiète du fait que ses enfants biologiques témoignent peu de reconnaissance envers sa belle-fille et pourraient ne pas la traiter équitablement après son décès. La patiente, lucide et déterminée, est déterminée à obtenir justice pour celle qui lui a témoigné un amour véritable. Elle m'a appelée sa belle-fille, ai-je dit, les larmes brouillant ma vue. Plus que cela, Emma. Elle prévoyait déjà de te protéger des semaines avant de modifier le testament. Cela prouve que la décision a été mûrement réfléchie, et non un choix impulsif fait sous le coup de la maladie. Mais les dossiers médicaux ont révélé autre chose qui allait s'avérer encore plus important. Le docteur Martinez avait consigné de nombreuses conversations dans lesquelles Madame Richardson exprimait sa frustration face à l'absence de sa famille et sa profonde gratitude pour ma présence. La patiente constate que seule sa belle-fille l'accompagne à ses rendez-vous médicaux et connaît son traitement. Elle se sent soutenue émotionnellement par sa belle-fille, mais délaissée par ses enfants biologiques qui lui rendent visite rarement et brièvement. La patiente rapporte que sa belle-fille a dépensé ses économies personnelles pour des articles de confort et des aliments spéciaux. Elle est bouleversée que les sacrifices de sa belle-fille ne soient pas reconnus par le reste de la famille. La patiente déclare explicitement que sa belle-fille est devenue plus comme une vraie fille que ses enfants biologiques, qui considèrent ses besoins en matière de soins comme un inconvénient. Emma, dit M. Mitchell d'un ton grave,
ces documents ne prouvent pas seulement la compétence de Madame Richardson. Ils prouvent que sa décision était fondée sur des mois d'observation des dynamiques familiales réelles, et non sur de la manipulation ou une confusion passagère. En quoi cela nous aide-t-il sur le plan juridique? Cela anéantit leurs arguments. Mais surtout, cela nous donne des munitions pour ce qui, à mon avis, doit se produire ensuite. Il se renversa dans son fauteuil et m'observa attentivement. Emma, tu es sur la défensive depuis le début. Tu réponds à leurs accusations et tentes de justifier ton droit à un héritage qui te revient de droit. Mais je crois qu'il est temps de passer à l'offensive. Que veux-tu dire? Ils vivent chez vous depuis 3 mois, ils y font des travaux et refusent de payer leur loyer. Ils ont lancé une campagne publique pour vous discréditer. Ils ont nui à votre travail et à vos relations sociales. Et ils ont fait tout cela en prétendant que c'est vous qui causez du tort à leur famille. J'ai attendu qu'ils continuent. Emma, vous avez des motifs pour les poursuivre en justice. Pour dommages et intérêts, diffamation et occupation illégale de votre propriété. Nous pouvons exiger non seulement leur départ, mais aussi une indemnisation pour les mois passés à vivre gratuitement chez vous et pour le préjudice causé à votre réputation et à vos moyens de subsistance. L'idée d'intenter une action en justice contre la famille de Daniel me terrifiait autant qu'elle me libérait. Pendant 3 mois, je m'étais défendu contre leurs attaques. La perspective de les faire répondre de leurs actes était presque insurmontable. Mais cela rendrait la situation encore plus publique, encore plus déplaisante. Emma, ils ont rendu les choses publiques et odieuses en s'attaquant à toi au lieu d'accepter les souhaits de leur mère. La question est maintenant de savoir si tu vas les laisser gagner par l'intimidation, ou si tu vas te battre pour ce qui te revient de droit. Ce soir-là, j'ai appelé Dorothy et lui ai proposé de prendre un café. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui connaissait Madame Richardson depuis des années, quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre quel était le bon choix. Dorothy est arrivée, l'air nerveux, s'attendant sans doute à une nouvelle conversation sur le compromis et le maintien de la paix. Au lieu de cela, je lui ai montré des copies des dossiers médicaux. Dorothy, j'ai besoin que tu lises ceci et que tu me dises ce que tu penses que Madame Richardson voudrait que je fasse. Elle lut attentivement les notes du docteur Martinez, son expression changeant à mesure qu'elle prenait connaissance des preuves documentées de la clarté de la réflexion et de la planification délibérée de Madame Richardson. « Oh, Emma, dit-elle doucement. Je n'imaginais pas que Sarah avait tout documenté avec autant de précision. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, Dorothy. Elle savait comment sa famille réagirait et elle s'y était préparée. » Dorothy resta longtemps silencieuse avant de répondre. « Tu sais, je me souviens que Sarah parlait de toi pendant ces derniers mois. Elle m'appelait et me racontait vos conversations, que tu étais la seule à vraiment l'écouter et à te souvenir des détails. Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle a dit qu'elle comprenait, enfin, ce que c'était que d'avoir une fille. Elle a dit que ses propres enfants avaient grandi et s'étaient éloignés émotionnellement, mais que vous étiez rapprochés d'elle pendant sa période la plus difficile. » Dorothy tendit la main par-dessus la table et me prit la mienne. « Emma, je suis désolée de t'avoir suggéré de faire des compromis. Je pensais à éviter le conflit, mais ce n'était pas ce que Sarah avait en tête lorsqu'elle a pris sa décision. » À quoi pensait-elle? La justice. Sarah a toujours cru que les bonnes personnes devaient être récompensées et les égoïstes subir les conséquences de leurs actes. Elle disait souvent que le monde fonctionnait mieux quand l'amour primait sur les liens du sang, quand les actes comptaient plus que les querelles familiales. Ce soir-là, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas renoncer à l'héritage de Madame Richardson pour assurer le confort de la famille de Daniel. Je n'allais pas transiger sur ses souhaits pour éviter un conflit. Et je n'allais pas les laisser réécrire l'histoire de ces dernières années pour effacer mon rôle et justifier leur négligence. Madame Richardson m'aimait suffisamment pour avoir veillé à ma sécurité et à mon bonheur même après sa mort. Elle m'avait fait confiance pour honorer sa mémoire en acceptant son cadeau sans hésiter. La petite fille qui avait grandi en famille d'accueil, cherchant toujours à gagner sa place et à prouver qu'elle était digne d'amour, allait cesser de s'excuser d'avoir été choisie par quelqu'un qui comptait. J'ai appelé M. Mitchell et je lui ai dit de poursuivre la procédure de contre-poursuite. J'ai appelé mon supérieur hiérarchique au travail et j'ai demandé une réunion pour discuter du harcèlement que je subissais et de la nécessité d'une protection au travail. J'ai appelé un agent immobilier pour discuter des modifications que la famille de Daniel avait apportées à ma maison et du coût de sa remise en état. Je me suis alors assise pour écrire ma propre lettre, celle qui serait lue au tribunal lorsque cette affaire serait finalement jugée, expliquant exactement ce que Madame Richardson avait représenté pour moi et ce que son amour avait rendu possible dans ma vie. La guerre allait véritablement commencer,
mais pour la première fois depuis le début des hostilités, je ne me battais pas seulement pour me défendre. Je me battais pour honorer la femme qui avait vu ma valeur quand sa propre famille n'y était pas parvenue, qui avait œuvré pour que justice soit faite même en mourant, et qui m'avait suffisamment aimé pour me donner les armes dont j'aurais besoin pour gagner. La femme apeurée et confuse, qui avait été chassée de chez elle, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait qu'accepter l'amour signifie parfois être assez fort pour se battre pour lui, même lorsque la bataille devient âpre, même lorsque les gens remettent en question vos motivations, même lorsque le choix le plus facile serait de s'en aller. Madame Richardson m'avait choisi. À présent, je choisissais d'être digne de ce choix. La lecture officielle du testament était prévue un jeudi matin de novembre, exactement 4 mois après le décès de Madame Richardson. Monsieur Mitchell avait pris des dispositions pour qu'elle se déroule dans la salle de conférence de son cabinet d'avocat, en présence de toutes les parties concernées et sous la supervision d'un sténographe judiciaire chargé de consigner l'événement au dossier. J'ai passé la matinée à me préparer comme si je me préparais à une bataille, car à bien des égards, c'était le cas. Au cours du mois écoulé, tandis que la famille de Daniel intensifiait ses actions en justice et ses attaques publiques, je rassemblais mes propres preuves et préparais mon dossier. La femme apeurée qui avait fui avec une simple valise avait disparu. À sa place se tenait une femme consciente de sa valeur et qui possédait les documents pour le prouver. Je suis arrivée au cabinet d'avocat 30 minutes en avance, vêtue d'une robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. Elle était professionnelle, élégante et totalement différente des vêtements décontractés que je portais lorsque je m'occupais de Daniel. Je voulais que la famille de Daniel voie immédiatement que je n'étais plus la même personne qu'ils avaient congédiée 4 mois auparavant. Monsieur Mitchell m'a accueilli dans le hall, portant une boîte de documents et de preuves qu'il avait mis des semaines à rassembler. « Êtes-vous prêt pour ça ?» demanda-t-il. « Je suis prêt depuis le jour où ils m'ont mis à la porte de chez moi. » La famille de Daniel arriva à l'heure précise, tous vêtus de leurs plus beaux atours et accompagnés de leur avocate, Patricia Hendricks, une femme aux traits fins qui menait leur bataille juridique. Le mari et la fille adolescente de Jennifer étaient également présents, ce qui me surprit jusqu'à ce que je comprenne qu'ils souhaitaient des témoins pour ce qu'ils pensaient être leur victoire. Daniel semblait mal à l'aise en me voyant, sans doute parce que je ne ressemblais en rien à la femme brisée qui avait quitté sa maison des mois plus tôt. Jennifer et Marcus affichaient une détermination confiante, visiblement persuadés que cette rencontre me démasquerait et leur permettrait de récupérer leur héritage. Monsieur Richardson était assis, les bras croisés, affichant la colère moralisatrice d'un homme persuadé que sa famille était lésée par un étranger. Avant de commencer, a annoncé Madame Hendricks, mes clients souhaitent qu'il soit consigné au dossier qu'ils estiment que toute cette procédure est le résultat d'une influence indue exercée par Madame Emma Richardson sur leur mère décédée pendant une période où ses facultés mentales étaient diminuées. Monsieur Mitchell hocha calmement la tête. Bien noté. Emma, souhaiteriez-vous répondre à cette accusation ? J'ai regardé la famille de Daniel droit dans les yeux en parlant. Je tiens à ce qu'il soit clairement établi que Sarah Richardson était la femme la plus perspicace et la plus brillante que j'ai jamais connue, jusqu'à son dernier souffle. Elle voyait tout avec lucidité, y compris ce que ses propres enfants refusaient de voir. Le visage de Jennifer s'empourpra de colère. Elle n'était pas dans son état normal durant ces derniers mois. Les médicaments contre le cancer, la douleur, la confusion. Monsieur Mitchell interrompit la discussion en faisant glisser un épais dossier sur la table. En fait, abordons directement cette affirmation. Il ouvrit le dossier et commença à distribuer des copies du dossier médical de Madame Richardson à toutes les personnes présentes. Voici les résultats des évaluations cognitives et les notes du médecin concernant l'ensemble du traitement de Madame Richardson. Comme vous pouvez le constater, elle a systématiquement obtenu des scores dans la catégorie « mentalement compétente » à chaque évaluation, y compris celle réalisée une semaine seulement avant qu'elle ne modifie son testament. J'ai vu Marcus se décolorer en lisant les résultats du test. De plus, a poursuivi Monsieur Mitchell, le docteur Martinez a consigné plusieurs conversations au cours desquelles Madame Richardson a explicitement fait part de ses inquiétudes concernant le comportement de sa famille et de ses intentions relatives à sa succession. Ces conversations se sont déroulées sur plusieurs mois, prouvant ainsi que sa décision était mûrement réfléchie et non impulsive. Il sortit un autre ensemble de documents. J'aimerais vous lire les notes du docteur Martinez, datées de 3 semaines avant que Madame Richardson ne modifie son testament. La voix de Monsieur Mitchell emplit la salle de conférence tandis qu'il lisait les mots exacts du médecin concernant la frustration de Madame Richardson face à l'absence de ses enfants biologiques et sa profonde reconnaissance pour mon dévouement. Jennifer secouait la tête. Elle était manipulée.
Emma s'est fait passer pour indispensable et a convaincu maman que nous ne nous soucions pas d'elle. En fait, dis-je en sortant mon propre dossier, parlons de positionnement et de manipulation. Depuis un mois, je notais tout. Chaque publication Facebook de Jennifer concernant l'héritage de la maison de sa mère. Chaque conversation de la famille de Daniel avec des amis communs au sujet de leur projet pour la propriété. Chaque fois qu'ils parlaient publiquement de l'héritage de leur mère, comme s'il leur revenait de droit. Jennifer, 2 semaines après les funérailles, tu as publié sur les réseaux sociaux que tu étais enfin de retour chez maman. Tu as dit à tes voisins que tu comptais rénover la cuisine et aménager le jardin en aire de jeu pour ta fille. Tu l'as inscrite au lycée du quartier en utilisant mon adresse. J'ai fait glisser sur la table des impressions de ces publications sur les réseaux sociaux. Marcus, vous avez contacté 3 entrepreneurs différents pour la mise à jour du système électrique et l'agrandissement de la chambre principale. Vous leur avez dit que vous aviez hérité de la maison et que vous souhaitiez la moderniser en vue de la revente. De nouveaux documents sont venus s'ajouter à la pile croissante de preuves. Et Daniel, tu as refinancé l'hypothèque à ton nom sans en avoir le droit légal. Tu as également résilié mes assurances auto et santé, en prétendant que je ne faisais plus partie de la famille. L'avocat de Daniel parut alarmé. Quand avez-vous refinancé votre prêt hypothécaire ? 6 semaines après le décès de maman, a déclaré Daniel sur la défensive. Les paiements étaient en retard et il fallait que quelqu'un prenne ses responsabilités. Monsieur Mitchell sourit d'un air sombre. Les mensualités du prêt hypothécaire n'étaient pas en retard, Daniel. Emma les effectuait automatiquement par prélèvement automatique sur son compte bancaire depuis 18 mois. Ce que vous avez fait, c'est vous approprier un bien qui ne vous appartenait pas et commettre ainsi une fraude hypothécaire. La pièce devint complètement silencieuse. Mais la preuve la plus importante, ai-je poursuivi, c'est ce que votre mère a réellement dit à votre sujet durant ces derniers mois. J'ai sorti la lettre que Madame Richardson m'avait écrite, mais aussi un deuxième document que je n'avais montré à personne auparavant. Votre mère tenait un journal pendant sa maladie. Elle y écrivait presque tous les jours, y consignant ses pensées sur ses soins, sa famille et ses projets d'avenir. L'infirmière des soins palliatifs l'a trouvée après son décès et l'a remis à Monsieur Mitchell, conformément à ses instructions. Jennifer Apolli. C'est privé. Plus maintenant. Votre mère a expressément demandé que les passages pertinents soient lus lors de la lecture du testament, si quelqu'un contestait ses décisions. Monsieur Mitchell prit le journal et l'ouvrit aux pages marquées. Extrait du journal de Madame Richardson, daté de 2 mois avant son décès, Jennifer est venue aujourd'hui pendant 45 minutes. Elle a passé la plupart du temps sur son téléphone et s'est plainte de l'odeur de mes médicaments. Emma a passé 3 heures avec moi, m'a aidé à prendre une douche et m'a écouté raconter des histoires sur l'enfance de son père. Seule l'une d'elles semblait vouloir être là. Jennifer commença à protester, mais Monsieur Mitchell continua sa lecture. Marcus a appelé pour prendre de mes nouvelles, mais il n'a pas pu parler longtemps car il était à un dîner d'affaires. Emma a annulé son propre dîner pour rester avec moi pendant ma crise de douleur. Je commence à comprendre lequel de mes enfants se soucie réellement de mon bien-être. Daniel fixait la table, refusant d'établir un contact visuel avec qui que ce soit. Daniel a remercié Emma une fois de plus de s'occuper de moi, afin que je n'aie pas à le déranger au travail. Il ne semble pas comprendre que s'occuper de sa famille n'est pas censé être un fardeau. Emma ne me fait jamais sentir comme un poids. Mon propre fils, si. Les entrées du journal se poursuivirent pendant plusieurs minutes, chacune relatant des exemples précis de la négligence de sa famille, contrastant avec mon dévouement. Madame Richardson avait tout consigné, constituant ainsi un dossier irréfutable pour justifier sa décision. Mais je n'avais pas encore terminé. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dis-je en regardant Jennifer droit dans les yeux. Votre mère était au courant de vos problèmes financiers. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Quel problème financier ? J'ai sorti d'autres documents, la déclaration de faillite que vous avez déposée 3 mois avant le décès de votre mère. L'avis de saisie de votre maison dans l'Ohio. La dette de carte de crédit qui s'élevait à plus de 80 000 $. Madame Hendricks semblait choquée. Jennifer, vous n'avez fait part d'aucune difficulté financière lorsque nous avons discuté des raisons qui vous poussent à contester le testament. Ce n'est pas pertinent, dit Jennifer d'un ton désespéré. C'est tout à fait pertinent, ai-je répondu. Parce que votre mère était au courant de tout. Elle savait que vous comptiez vendre sa maison pour rembourser vos dettes.
Elle savait que Marcus voulait les parts de l'entreprise pour financer sa nouvelle start-up. Elle savait que votre père espérait hériter de suffisamment d'argent pour aider le fils de sa nouvelle épouse à payer ses études. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce et j'ai vu leur visage stupéfait. Votre mère ne vous a pas légué ses biens parce qu'elle savait qu'aucun de vous n'en avait besoin pour les bonnes raisons. Vous en aviez besoin pour résoudre les problèmes que vous aviez vous-même créés. Mais moi, j'en avais besoin parce que j'avais dépensé tout ce que j'avais pour m'occuper d'elle. Monsieur Mitchell a sorti la dernière pièce à conviction. Madame Richardson a également laissé un témoignage vidéo, enregistré 2 semaines avant sa mort, expliquant ses décisions dans ses propres mots. Il a installé un ordinateur portable et a appuyé sur lecture. La voix de Madame Richardson emplit la salle de conférence, faible à cause de la maladie, mais d'une clarté d'esprit parfaite. Si vous regardez ceci, c'est que mes enfants contestent mon testament, ce qui, honnêtement, ne me surprend pas. Ils ont passé les 3 dernières années à traiter Emma comme une employée, alors qu'elle a tout sacrifié pour que mes dernières années soient confortables et dignes. Sur la vidéo, Madame Richardson regardait droit dans la caméra. Je tiens à ce que ma famille comprenne que j'ai pris cette décision en toute conscience et avec le cœur pur. Emma a mérité cet héritage grâce à 3 années d'amour, de sacrifice et d'attention sincère. Mes enfants biologiques n'ont rien mérité, si ce n'est ma déception face à leur égoïsme. Elle marqua une pause, l'air fatigué mais déterminé. Emma, si tu regardes ceci, je veux que tu saches que tu as été la fille dont j'avais besoin pendant la période la plus difficile de ma vie. Tu m'as traitée comme une membre de la famille, alors que ma propre famille te traitait comme une étrangère. Cet héritage est ma façon de m'assurer que tu aies la sécurité et le bonheur que tu mérites. Puis Madame Richardson a regardé droit dans l'objectif avec une expression d'acier. Et à mes enfants, si vous essayez de lui enlever cela, vous devriez avoir honte. Emma a dépensé toutes ses économies pour mes soins, pendant que vous passiez votre temps à trouver des excuses. Elle est restée éveillée avec moi pendant mes pires nuits, tandis que vous restiez chez vous avec vos familles. Elle m'a aimé sans rien attendre en retour, tandis que vous n'étiez là que lorsque cela vous arrangeait. La vidéo s'achevait sur les derniers mots de Madame Richardson. Emma a plus de droit sur mon héritage que les gens qui ne m'ont appelé famille que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. La salle de conférence resta complètement silencieuse pendant de longs instants. Finalement, Madame Hendricks a pris la parole. Je pense que nous devons discuter d'un règlement à l'amiable. Non, ai-je dit fermement. Pas d'accord. Pas de compromis. Pas de partage de l'héritage pour apaiser tout le monde. Je me suis levée et j'ai regardé droit dans les yeux la famille de Daniel. Pendant 4 mois, vous m'avez accusé de manipulation, de vol et de fraude. Vous avez essayé de détruire ma réputation et mes moyens de subsistance. Vous m'avez chassé de chez moi et m'avez traité comme si je n'avais jamais fait partie de votre famille. Ma voix était assurée et forte. Mais la vérité, c'est que j'étais plus présente pour votre mère que n'importe lequel d'entre vous, à cette époque où la famille comptait le plus. J'étais là pour chaque rendez-vous chez le médecin, chaque nuit blanche, chaque instant de douleur et de peur. Je lui ai tenu la main quand elle est morte, tandis que vous restiez là, mal à l'aise et pressé de partir. J'ai ramassé l'acte de propriété de la maison et je l'ai brandi. Cette maison est à moi parce que j'en ai fait un foyer rempli d'amour. L'argent est à moi parce que j'ai dépensé mes propres deniers pour ses soins, sans qu'on me le demande. Les parts de l'entreprise sont à moi parce que je sais ce que signifie travailler dur et faire passer la famille avant tout. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis retournée pour les affronter une dernière fois. Et Daniel, puisque tu sembles l'avoir oublié, je veux que tu quittes ma maison d'ici la fin de la semaine. En quittant le cabinet d'avocats, j'entendais Jennifer pleurer et Marcus se disputer avec leur avocat au sujet des appels et des options juridiques. Mais je savais que c'était fini. Madame Richardson avait été trop méticuleuse, trop stratégique et trop déterminée à faire en sorte que justice soit rendue. La femme qui m'avait aimée m'a tendu la main depuis l'au-delà pour m'offrir non seulement la sécurité financière, mais aussi une réparation totale. Elle a fait en sorte que le monde sache enfin qui avait été ma véritable famille au moment où j'en avais le plus besoin. 6 mois plus tard, je me trouvais dans la roseraie derrière ma maison, et je contemplais les fleurs que Madame Richardson et moi avions plantées ensemble, qui s'épanouissaient pour la 2e fois au printemps. Le jardin était florissant, comme elle l'avait pressenti lorsqu'elle m'avait demandé de m'en occuper. La maison m'appartenait désormais pleinement et légalement, la famille de Daniel ayant déménagé 3 jours après la lecture du testament. Il l'avait laissée en bon état, comprenant sans doute qu'endommager ma propriété me donnerait davantage de raisons de les poursuivre en justice. Jennifer était retournée dans l'Ohio,
où elle gérait sa procédure de faillite sans bénéficier de l'héritage de sa mère. Marcus était retourné au Texas, sa start-up ayant échoué faute de capital. Daniel louait un appartement à l'autre bout de la ville, évitant les endroits où il risquait de me croiser. La bataille juridique était terminée, la décision ayant été unanime en ma faveur, mais la véritable victoire était bien plus profonde. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en parfaite sécurité. Pas seulement financièrement, même si être propriétaire et avoir des économies substantielles y a certainement contribué. Mais surtout émotionnellement, sachant que j'avais été choisie, appréciée et aimée par une personne qui comptait vraiment pour moi. J'avais utilisé une partie de l'héritage pour rénover la maison, modernisant la cuisine et les salles de bain tout en conservant les éléments d'origine que Madame Richardson affectionnait tant. Sa chambre était devenue mon bureau, où je me lançais dans une nouvelle carrière de défenseur des droits des patients, aidant d'autres familles à s'orienter dans les méandres des soins aux personnes âgées. Je n'ignorais pas l'ironie de la situation. J'utilisais désormais mon expérience auprès de Madame Richardson pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Son don ne m'avait pas seulement apporté la sécurité financière, il m'avait révélé le sens de ma vie. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que l'amour a cette capacité de se multiplier lorsqu'on est au bon endroit pour le recevoir. J'ai rencontré David dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées, auquel j'avais adhéré pour faire face aux émotions complexes liées à la perte simultanée de Madame Richardson et de mon mariage. Il était là pour traverser le deuil de son père, emporté par la maladie d'Alzheimer, et nous avons sympathisé en partageant cette expérience d'aidants familiaux principaux, tandis que les autres membres de la famille cherchaient des excuses. David comprend le sacrifice car il en a fait lui-même. Il comprend l'amour car il l'a manifesté dans l'adversité. Il comprend la loyauté, car il l'a démontré en secret. Quand il me regarde, il voit une femme digne d'amour, et non une femme qui doit gagner sa place par ses services. Quand je lui ai parlé de l'héritage et de la bataille juridique, sa réponse a été simple, elle a fait le bon choix. Tu as mérité tout ce qu'elle t'a donné. Le mois dernier, David m'a fait sa demande dans la roseraie, entouré des fleurs qui symbolisaient la confiance de Madame Richardson en mon avenir. Quand j'ai dit oui, j'ai senti sa présence comme une main chaleureuse sur mon épaule, bénissant ce nouvel amour qui honorait tout ce qu'elle m'avait appris sur ma propre valeur. Nous prévoyons un mariage intime dans le jardin, célébré par Dorothy. Elle est devenue une véritable amie, une figure maternelle, et voit en notre histoire d'amour la preuve que la confiance que Madame Richardson m'a accordée était pleinement justifiée. La famille de Daniel n'était évidemment pas invitée au mariage, mais j'ai fini par accepter leur absence. Je comprends maintenant que leur refus n'a jamais remis en question ma valeur. Il reflétait leur incapacité à voir la valeur de ce qui ne répondait pas à leurs besoins immédiats. Madame Richardson m'a appris que la vraie famille, c'est être présent, être là l'un pour l'autre et aimer sans condition. David me montre chaque jour à quoi ressemble cet amour entre égaux, entre deux personnes qui se choisissent librement et pleinement. L'entreprise Richardson Family Construction, dont je suis désormais actionnaire important, prospère sous une nouvelle direction qui allie rentabilité et valeur. J'ai créé, par le biais de l'entreprise, une fondation qui apporte un soutien financier aux familles confrontées au coût des soins aux personnes âgées, afin que d'autres n'aient pas à choisir entre prendre soin de leurs proches et préserver leur propre stabilité financière. Chaque mois, je reçois des lettres de familles aidées par la fondation, et je repense à la façon dont l'amour de Madame Richardson continue de rayonner, touchant des vies qu'elle n'a jamais rencontrées, mais dont elle savait d'une manière ou d'une autre qu'elles auraient besoin d'aide. La maison est désormais emplie de nouveaux souvenirs, mais j'ai conservé les photos et les objets ayant appartenu à Madame Richardson à des endroits d'honneur dans toutes les pièces. David comprend qu'elle fait toujours partie de mon histoire, qu'elle fait toujours partie de notre maison, et il honore sa mémoire avec le respect de quelqu'un qui sait que son amour a rendu le nôtre possible. Parfois, lorsque je jardine ou que je suis assise dans le salon où Madame Richardson et moi regardions ses émissions préférées, je suis submergée de gratitude. Non seulement pour l'héritage financier, mais aussi pour la leçon de vie qu'elle m'a transmise. Elle m'a appris que j'étais digne d'être choisie, digne qu'on se batte pour moi, digne d'être aimée inconditionnellement. Elle m'a appris que la famille se construit par les actes, et non par les liens du sang. Elle m'a appris que la justice exige parfois de la patience, mais qu'elle finit toujours par triompher de ceux qui ont le courage de la défendre. La femme apeurée qui a quitté cette maison avec une simple valise, se croyant une simple employée, a disparu à jamais. À sa place se trouve une femme qui connaît sa valeur, qui accepte l'amour sans hésitation, qui se bat pour ce qui compte vraiment. Je veux que tu saches, où que tu sois en ce moment, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, que ton amour et tes sacrifices comptent. Que quelqu'un te regarde et apprécie tout ce que tu donnes, même quand cela te semble invisible.
que la justice existe, même si elle tarde à se manifester. Et je veux que tu saches que ceux qui sont destinés à être ta véritable famille reconnaîtront ta valeur sans que tu aies à la prouver constamment. Ils te choisiront, se battront pour toi et veilleront à ta protection, même après leur disparition. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre valeur ou vos propres difficultés liées à la famille et aux besoins d'appartenance, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Cliquez sur j'aime, si l'amour que Madame Richardson me porte vous a ému. Abonnez-vous si vous souhaitez découvrir d'autres histoires sur la justice, la famille et la quête de soi. Et souvenez-vous, les personnes qui vous aiment vraiment feront en sorte que cet amour dure toujours, d'une manière que vous n'imaginez même pas. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà connu un amour comme celui que Madame Richardson m'a témoigné? Avez-vous déjà été choisi, par quelqu'un qui a su reconnaître votre valeur quand d'autres ne le faisaient pas? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires de famille inattendues et de justice magnifique. Voici Emma Richardson. Et voici comment j'ai compris que le véritable héritage ne se résume pas à l'argent ou aux biens matériels. Il s'agit d'être aimé si profondément que quelqu'un veille à ce que cet amour vous protège et subvienne à vos besoins bien après son départ. Madame Richardson m'a offert bien plus qu'une maison et un compte d'épargne. Elle m'a prouvé que je méritais d'être la fille de quelqu'un, la priorité de quelqu'un, l'héritage de quelqu'un. Et maintenant, dans cette maison emplie d'amour, de roses et de la promesse de nouveaux départs, je comprends enfin ce que signifie être chez soi.